Au lendemain du report spectaculaire des élections générales au Nigeria, déception et colère s'emparent des citoyens. Le coût de ce report s'élèverait, d'après les économistes, à des milliards de dollars. Législative 2019 au Bénin, des grincements de dents dans le rang des partis politiques et des populations. La Fondation Potier de la République recommande la vigilance aux citoyens. Le bras de fer se poursuit au Venezuela entre Juan Guaido et Nicolás Maduro. Des milliers de volontaires se préparent à réceptionner l'aide humanitaire. Le report des élections générales au Nigeria, dont le coût est estimé à plusieurs milliards de dollars par des économistes, continue de surprendre plus d'un. Cette décision a été suivie de déception et de colère. Les rues de Lagos étaient encore vides dimanche. Les deux principaux candidats, le président sortant Muhammadu Buhari et son adversaire majeur Atiku Abubakar, avaient appelé samedi leurs partisans au calme. Mais dans un pays rongé par le chômage et l'extrême pauvreté, où chaque déplacement est un sacrifice financier pour beaucoup, des dizaines de milliers de personnes avaient quitté les villes où ils vivent dans la perspective du scrutin pour se rendre dans leur région d'origine où ils sont inscrits sur les listes électorales. La plupart des entreprises, mais aussi le port de Lagos, avait fermé dès vendredi pour permettre aux employés de pouvoir quitter les centres urbains avant le couvre-feu électoral de samedi de 8h à 18h. Les aéroports et les frontières terrestres avaient également été fermés. La commission électorale s'est réunie en urgence en fin de soirée vendredi et a annoncé le report du scrutin au 23 février, quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote. Elle n'a donné aucune précision sur les problèmes logistiques évoqués pour le report. Cellou Dalein Diallo, chef de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, après un séjour en Europe puis au Sénégal, est rentré à Conakry. Il a été accueilli par de nombreux partisans avant une réunion de leur formation politique. Alors qu'il devait quitter l'aéroport pour le siège de son parti à Hamdalaye, quartier populaire et fief de l'opposition, son cortège s'est heurté à mi-parcours à des gendarmes et des policiers qui ont usé de gaz lacrymogène pour disperser la foule après des jets de pierre de manifestants. 27 personnes ont été blessées, dont 3 ont été mises en observation pour des cas de blessures plus ou moins graves. Parmi ces blessés, 2 l'ont été par balle, selon une source médicale. Un haut responsable de la police dit avoir reçu des instructions du ministère de la Sécurité d'empêcher la tenue de ce cortège qui n'a pas été autorisé et même la réunion du parti. Selon des responsables de l'UFDG, les forces de l'ordre ont vandalisé tous les engins, véhicules et motos qui étaient stationnés aux abords du siège du parti de l'opposition. Selon d'autres sources, des policiers et gendarmes munis de matraques étaient déployés samedi devant le siège de cette formation politique. La Guinée-Bissau est en campagne depuis samedi pour les élections législatives du 10 mars prochain. La campagne électorale dure jusqu'au 8 mars. 21 formations, dont le PAIGC, le parti au pouvoir, sont en lice pour le scrutin à un tour dans ce pays à régime parlementaire. Des caravanes formées de plusieurs véhicules ont quitté Bissau samedi. Les cortèges se sont dirigés vers 2 des plus grandes villes du pays, Bafata et Gabou, dans l'Est, région qui forme la 2e plus grande circonscription électorale après la capitale. Initialement prévues en novembre, ces élections devraient permettre de mettre fin à la crise politique que traverse le pays depuis août 2015. Le scrutin législatif devrait être suivi par une élection présidentielle. Ce processus électoral pourrait ouvrir la voie à une levée des sanctions internationales imposées à ce pays depuis 2012 à la suite d'un coup d'État militaire. Les élections du 10 mars doivent permettre de renouveler les 102 sièges de l'Assemblée nationale, dominée par l'opposition avec 15 députés pour le Mouvement pour l'alternance et la démocratie MADEM et 41 députés pour le Parti pour la rénovation sociale PRS. Le PAIGC, après notamment une dissidence de députés du MADEM, compte actuellement 42 députés.
cette première législature, on essaie de remplir les missions de représentation du peuple souverain et de contrôle de l'action gouvernementale. Avec une certaine satisfaction, l'on ne pourrait en dire de même des dernières mandatures où progressivement, et malheureusement, le Parlement béninois s'est mué à une sorte de casemate, de refuge pour des citoyens pas ou très peu en odeur de sainteté vis-à-vis de l'État ou même empêtrés dans des scandales économiques de prévarication et de corruption. La maturité démocratique du peuple béninois et les défis auxquels fait face la nation lui imposent d'avoir un Parlement, véritable pilier de la démocratie, incarnant la volonté du peuple, portant l'espoir que la démocratie répondra aux besoins des populations. Un Parlement qui adopte des lois adaptées aux besoins et circonstances de la société et qui favorise l'emploi des jeunes, l'éducation pour tous. Un Parlement qui contrôle l'action du gouvernement et veille à ce que les gouvernants rendent des comptes au peuple. Bref, un Parlement plus soumis au peuple qu'à la mouvance ou à l'opposition. Corrigez donc. L'image de notre hémicycle passe d'abord par un renouvellement en quantité et en qualité de ses acteurs principaux que sont les honorables députés. L'argent a toujours eu un rôle déterminant dans les élections au Bénin. Il cyclera encore pour le compte des élections à venir. Mais gardons-nous de vendre notre conscience à ceux-là qui nous oppriment et qui nous asservissent en votant des lois contre espèces sonnantes et trébuchantes. C'est pourquoi la Fondation Les Potiers de la République recommande aux citoyens la plus grande vigilance pour que les suffrages exprimés reflètent la volonté du peuple. Jeunes de mon pays, nous sommes toujours servis d'échelle pour nos parents. Nos aînés, une fois accédés au pouvoir, nous sommes mis aux oubliettes. C'est assez. On en a marre. Quel péché avons-nous commis pour mériter tel sort? Dans quelques jours, dans quelques semaines, on parlera encore et encore au nom de la jeunesse. Chers frères, je suis jeune, l'heure n'est plus à la division. Mettons-nous ensemble, revendiquons nos droits. Prenons notre place qui depuis longtemps nous a été arrachée, voire dérobée. Jeunes de mon pays, toi qui es marginalisé, maltraité, relégué au second rang, lève-toi. Nous voulons apprendre à pêcher que de recevoir chaque fois des poissons. Nous allons jouer au foot plutôt que d'être des spectateurs. Le pouvoir ne se donne pas. Chers camarades de lutte, il s'arrache, pensez-y. En réalité, c'est pour le compte de la SONDEP, parce qu'il y a une filiale du groupe Dangote, Borkir International, qui avait depuis 2014 pris au niveau de la SONDEP de l'essence d'un montant de plus de 2 milliards 400 et quelques millions. Donc, ils ont vendu, il était convenu qu'après la vente, qu'ils reviennent verser et que l'opération continue ainsi. Malheureusement, depuis 2 ans, ils ont suspendu. Non seulement ils ne traitent pas avec la SONDEP, et la créance restante, soit la valeur de 2 milliards et 1 milliard 300 millions, reste encore à recouvrir. On a engagé beaucoup de démarches. J'ai même fait des déplacements à Abuja, au siège même du groupe. Toutes les promesses qui ont été faites n'ont pas été tenues. Donc face à cela, n'ayant pas de siège social au Niger, la loi nous permet
notamment l'article 71, de faire ce qu'on appelle la saisie foraine. La saisie foraine, c'est-à-dire quand le bien du débiteur qui n'a pas de siège au Niger, qui n'a pas de siège ni de domicile au Niger, quand le bien rentre sur le territoire, la loi permet aux créanciers de procéder à la saisie. Nous avons procédé à la saisie de 171 camions. L'avocat du groupe m'a appelé, il m'a demandé de lui transmettre les documents. Je lui ai transmis les documents. Il m'a promis de revenir, je l'attends. C'est que certains, les biens sont sous la main de la justice. Cette pose de la première pierre par le ministre en charge de l'habitat marque le lancement du compte à rebours. Dans 12 mois, sur ce site de Kirbina, sortiront de terre 300 villas de divers types pour les populations de Banfora. Ce projet s'inscrit dans le vaste programme des 40 000 logements du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Ville de Banfora, je crois qu'il y a 300 logements qui sont prévus, 200 logements sociaux, 100 logements économiques. Des maisons de type moderne à un coût social au profit des populations, c'est un ouf de soulagement pour le maire de la commune de Banfora. Je profite également de remercier le ministre d'avoir en tout cas accédé à notre requête, à nos différentes requêtes qui portaient sur donc, la restructuration du secteur 3 et du secteur 8. C'est des zones non loties qui sont là plus de 30-40 ans. Donc on a souhaité quand même que on puisse viabiliser ces zones en implantant des bornes au profit donc des populations déjà existantes. La réalisation de ce projet de construction est confiée à la société immobilière Baro Boubacar et Bébé Imo en partenariat avec la Banque de l'Union dans le cadre du programme national de construction de logements. Après 12 mois de travaux donc, ce sont des maisons de type F3 et F4 qui seront mises à la disposition des populations moyennant un paiement mensuel d'au moins 40 000 francs CFA pendant une durée de 20 ans. C'est au risque d'une épreuve de force avec l'armée fidèle à Nicolas Maduro que seront déployés ces milliers de volontaires. Dans ce pays en pleine déliquescence économique, l'aide d'urgence est au cœur du bras de fer entre l'opposant Juan Guaido, reconnu président par intérim par une cinquantaine de pays, et le chef de l'État vénézuélien, pour qui son arrivée n'est qu'un prétexte pour une intervention militaire des États-Unis. Plusieurs milliers de partisans de Juan Guaido se sont rassemblés dans le nord-est de Caracas pour s'inscrire sur des listes de volontaires prêts à participer à l'avalanche humanitaire réclamée par le chef du Parlement de 35 ans. À nouveau ce message aux forces armées vénézuéliennes, 7 jours avant que l'aide humanitaire arrive, une semaine pour qu'elles fassent ce qui est juste. Tout un pays va se déverser dans les rues pour montrer non seulement que nous sommes majoritaires, parce que c'est déjà évident pour le monde entier, mais aussi pour dire à tous que nous allons rester dans la rue jusqu'à obtenir la fin de l'usurpation, un gouvernement de transition et des élections libres. Eh bien, nous sommes plusieurs sœurs de la congrégation à nous être inscrites pour aider dans ce processus de reconstruction du pays et pour apporter notre grain de sable, de la foi, de l'humanité, ce que notre société nous demande à l'heure actuelle. Pour aider beaucoup de gens dans le besoin. Il y a énormément de gens, c'est pour ça que je suis remonté et enthousiaste. Nicolas Maduro nie toute urgence humanitaire. Il n'est donc pas question pour lui de laisser entrer l'aide qui n'est que de la nourriture pourrie, des miettes. Juan Guaido, qui parle de 600 000 personnes déjà portées volontaires, promet que l'aide humanitaire entrera le 23 février, quoi qu'il arrive. Il a appelé à de nouvelles manifestations ce jour-là pour soutenir les volontaires. Que la libertad de expresión sea la insignia.